Bienvenue dans Un dodo à la fois, le podcast qui raconte le sommeil des enfants. Dans Un dodo à la fois, j'interviewe des parents afin qu'ils nous racontent leur histoire avec le sommeil de leur enfant. J'échange aussi avec d'autres professionnels sur tout ce qui peut impacter le dodo. Je m'appelle Mégane, maman de Mathieu. Je suis accompagnante postnatale spécialisée en sommeil des tout-petits. Et comme je suis aussi esthéticienne au naturel, j'ai créé un institut spécialement dédié aux mamans. Mon objectif, faire du bien aux mamans et donner confiance aux jeunes parents. J'espère que ces témoignages vous feront réaliser que vous n'êtes pas seul à vous inquiéter du dodo de votre enfant. Faites avant tout confiance à votre instinct, soyez libre d'adhérer ou non à la vision des parents que vous écouterez. Bonne écoute! Cette semaine, je suis avec Amélie. Salut Amélie. Salut Mégane. Alors, tu es la maman de Jade qui a 4 ans et je suis très contente de t'accueillir sur le podcast car tu as vécu une histoire très particulière avec le sommeil de ta fille et j'ai vraiment hâte que tu nous racontes tout ce qui s'est passé et tout ce que ça a changé pour toi. Je sens que tu vas nous dire plein de choses. Déjà, première question, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu penses au sommeil de Jade ? Je ressens que c'est un tsunami, que ça a été hyper dur, j'ai même envie de pleurer c'est vraiment un moment de ma vie que j'ai pas du tout envie de revivre. C'est ça nous a plongés dans une noirceur, dans une situation où on comprenait pas du tout ce qui nous arrivait, on comprenait pas ce qui lui arrivait non plus, on comprenait pas pourquoi c'était arrivé aussi soudainement. Quand j'y repense, il y a qu'une amie qui un jour m'a regardée, elle m'a dit «Oh la vache, mais c'est horrible ce que vous vivez». Et là, je me suis elle a dit compris. ouais, je me suis dit: «OK, elle a compris». Ou toi, quand, je t'avais envoyé le podcast, pour t'en parler. Mais ouais, ça a été, je dirais le double effet qui se coule, pas cool. Où non seulement tu vis un truc qui est super dur, mais en plus les gens autour de toi, tu sens que ils te comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas l'ampleur de la difficulté. Ouais. Après, je leur en veux pas parce que c'est comme ça que le monde est fait. Je veux dire, tout le monde entend parler des difficultés de sommeil des bébés. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est quelque chose de familier, je dirais, Ouais. de presque normal. Sauf que nous, on sentait qu'on vivait quelque chose de anormal, Ouais. vraiment. C'est un autre niveau, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'avais vraiment hâte de te rencontrer, que tu puisses nous raconter parce que c'est vraiment très particulier et puis du coup tu vas nous en dire un peu plus. Comment ça a commencé au début ? Comment elle a dormi Jade toute petite ? Quand elle est née, elle avait des reflux gastriques œsophagiens, les fameux RGO. Et là, ça a été très difficile parce que en fait, elle ne pouvait pas du tout être allongée, que ce soit de jour comme de nuit. Donc, la journée, elle faisait ses siestes sur moi en portage. Je pouvais quand même être à demi allongée sur le canapé avec elle sur moi, donc ça restait quand même assez confortable pour moi la journée, même si ça implique d'avoir un bébé koala tout le temps sur soi. C'est pas toutes les mamans qui supportent ça et je le comprends. Après, les nuits, c'était beaucoup plus compliqué parce que en fait, si je la posais, elle était réveillée par ses reflux et donc elle était réveillée, elle pouvait pas dormir, en fait. Donc j'étais obligée de dormir, moi, la nuit, semi-assise. Je me calais avec plein de coussins d'allaitement. Je la calais, elle, de façon à ce que, ce soit quand même hyper sécurisé parce que c'est aussi flippant de faire dormir son petit bébé comme ça sur soi, et c'était très, très dur. Je me rappelle que je me rappelle de nuits où j'arrive pas à m'endormir parce que moi, je suis pas du tout confortable dans cette situation et du coup, je pleure de nerfs, en fait, de fatigue, de me dire: «Mais c'est horrible». Par contre, une fois que les 3 mois sont passés, ça allait très bien. Ouais. Et là, elle a eu un sommeil, je dirais, parfait de petite fille de son âge, donc de 4 mois à 6 mois et demi. Elle se réveillait à heure fixe pour téter la nuit. C'était hyper lisible. Je me rappelle qu'à l'époque où tout a basculé, elle était en train de switcher de 4 réveils par nuit à 3 réveils par nuit pour cet été. Donc on était hyper bien, c'était très cool. Et puis après, ça a été la cata. En fait, tout a démarré avec le Covid. On a eu le Covid, mon conjoint et moi, en même temps, le même jour. Je crois que c'était le 28 février 2022 et par là et à partir du jour où on a eu le Covid, nous, on était au lit, on était vraiment hyper mal, ça nous a vraiment plombé ce Covid. On pouvait plus du tout s'occuper d'elle la journée, c'était mon père qui venait, la journée, s'en occuper.
chez nous. Et de là, ces nuits sont devenues un calvaire. Elle se réveillait en hurlant, mais des hurlements de terreur. Enfin, je sais pas ce qu'elle vivait, mais c'était vraiment hyper intense parce que c'était pas juste des pleurs d'inconfort ou des pleurs de j'ai besoin de téter, c'était vraiment des hurlements flippants. Et elle se réveillait comme ça toutes les 20 à 40 minutes en moyenne. Et en fait, on dormait pas de la nuit, du coup. Je me rappelle qu'au début, elle arrivait à enchaîner maximum 1 heure de sommeil dans une nuit. Et puis, en fait, nous, on gérait la crise, mais on était un peu comme tétanisés, tu vois, de voir l'état émotionnel dans lequel elle était, parce que c'était vraiment hyper puissant. Donc, quand elle arrivait enfin à s'apaiser, nous, on se rendormait aussi. Elle dormait avec nous en cododo. Bon, là, clairement, on n'avait pas de... Après, c'était nos choix de toute façon de base, mais on n'a pas cherché à faire autrement à ce moment-là, quoi. On est resté sur ce qui nous a paru être comme le plus confortable pour elle et aussi, du coup, pour nous. Mais c'est ça, elle se réveillait toutes les 20 à 40 minutes et quand la crise s'apaisait, nous, du coup, on se posait, tu vois, dès qu'elle s'endormait, on commençait à se poser, puis tu commençais à te poser, à tomber dans le sommeil, et puis dès que tu retombes dans le sommeil, là, t'es de nouveau réveillé par une nouvelle crise. Donc en fait, t'as pas du tout le temps de vraiment t'endormir ni de récupérer. Et ça, c'est une vraie torture, en fait, parce que toi, t'as juste besoin de repos, mais c'est impossible à un point où, ça, je pense qu'il y a plein de mamans qui ont dû le vivre, c'est que ton corps, après, n'arrive plus à se reposer, à se détendre. Les moments que t'as où vraiment tu peux dormir, qui sont du coup très, très rares, parce que ça va être en journée, quand t'as de la famille qui est là pour prendre le relais. Mais là, en fait, ton corps, il est tellement tout le temps en alerte que j'arrivais plus à dormir alors que j'en avais hyper besoin. Et cette phase-là, de réveil toutes les 20 à 40 minutes, elle a duré environ 3 mois à peu près. Elle a commencé quand, du coup? Quel âge elle avait quand... 6 mois et demi. 6 mois et demi, ok. Ouais. Après, il y a eu plein de changements dans son sommeil. On avait un schéma de sommeil qui changeait hyper régulièrement. Par contre, on avait toujours ces réveils en hurlant où vraiment, on savait pas ce qu'elle vivait encore une fois, mais on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose d'horrible. Et elle se réveillait aussi aux siestes en hurlant. Et c'était au point où je me rappelle d'une fois... il y a une dame qui vient nous aider à la maison parce que on a accumulé tellement de fatigue qu'on a eu énormément besoin de se faire aider. Et elle était là un jour où Jade s'est réveillée de la sieste en hurlant avec ce fameux hurlement. Et cette dame qui a l'habitude des enfants, parce qu'elle est aussi mamie, je me rappelle que ça l'a figée. D'un coup, elle s'arrête et elle blanchit parce qu'elle a entendu les cris de Jade. Elle a rien dit, mais je l'ai vue faire et après on en a reparlé. Et elle m'a dit, oui, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'était vraiment quelque chose d'anormal. Oui, c'était pas juste des pleurs ou juste des cris, c'était hurlements de terreur ou... Ouais. Et vraiment un truc hyper fort. Elle se débattait la plupart du temps. Une amie aussi qui est venue, qu'on a hébergée quelque temps à la maison pour la dépanner. Et elle aussi, je me rappelle que quand elle l'a vécu, parce qu'elle a dormi là et qu'elle a été réveillée du coup par les cris de Jade, elle m'a dit, ah oui, en fait, j'imaginais pas du tout que c'était ça quand tu me le racontais, mais là, de le vivre, elle me dit, je comprends. Et elle me dit, mais même moi, ça me fait flipper, en fait. Elle arrivait pas à se rendormir parce que elle entendait les hurlements de Jade et même elle me disait, mais je sais pas ce qui se passe, mais c'est flippant, quoi. Ça vous a fait du bien, ça? De vous sentir un peu compris Ouais. Là où la plupart des gens vous disaient, bah oui, un enfant, ça se réveille la nuit, et puis ça pleure, et puis ça crie. Là, qu'il y ait des gens qui se rendent compte de ce que vous viviez, ça vous a fait du bien? Ouais, des gens qui prennent conscience, ouais, en effet, ça fait du bien parce que après, t'as plein de gens qui te donnent plein de conseils, qui donnent plein de recettes, qui te donnent... Après, je sais que l'intention, elle est bienveillante et que les gens veulent nous aider, mais j'avoue que quand on reçoit un sirop pour aider à l'endormissement, moi, je me sentais pas aidée, quoi. Je me sentais pas comprise et je me sentais pas aidée et c'était pas soutenant. On est tellement mal dans ces situations que ce qui nous aide vraiment, c'est d'avoir quelqu'un qui nous dit ok, je comprends ce que tu vis. Ne serait-ce que ça, déjà. Ouais, je comprends, c'est dur. Voilà, j'entends que ça doit être vraiment hyper dur et pas quelqu'un qui essaye d'interpréter à la lumière de ce qu'il connaît déjà et qui essaye de te proposer des solutions à la lumière de ce qu'il connaît déjà, qui n'est pas ce que tu vis parce que c'est vraiment pas la même chose. Tu disais du coup en termes de rythme qu'elle arrivait à dormir, si j'ai bien compris, 1h30 d'affilée, c'est ça? Elle arrivait à dormir 1 heure d'une traite.
1 heure d'une traite. Voilà. OK. Donc 1 heure d'affilée. C'est Donc ça. durant, grosso modo, entre 6 et 9 mois. Enfin, les C'est 3 ça. premiers mois où ça a été compliqué, pas ces 3 premiers mois de vie. Oui, c'est Et ça. après, du coup, ça, c'est ces plages de sommeil qui sont un peu rallongées, c'est ça? Oui, là, on est passé à des plages de 1 heure et demie, OK. mais après entrecoupé. Après, on avait toujours des 20-40 minutes, Ouais. 1 heure et demie, 20-40 D'accord. minutes, 1 heure et demie. Du coup, dans quel état elle était quand elle se réveillait? Est-ce qu'elle était consciente? Est-ce qu'elle était inconsciente? Est-ce qu'elle était consciente comme quand on sort d'un cauchemar ou est-ce qu'elle était inconsciente comme dans une terreur nocturne où en fait elle est encore endormie mais elle hurle dans son sommeil? Oui, non, elle était complètement inconsciente. D'accord. Parfois, elle avait les yeux ouverts, OK. mais Mais elle était pas là. Non, elle était pas du tout là. D'accord. Non. Du coup, qu'est-ce que vous faisiez, vous? Rien? À part Bah, la garder en sécurité, ouais, nous, tu veux dire sur le moment Ouais. quand elle se réveillait? Ouais. En fait, on essayait, on la prenait dans nos bras, on essayait de la rassurer, je lui proposais le sein. En fait, on n'avait pas plus d'outils que ça, je Mmh. dirais. Après, c'est déjà bien en tant que Ouais. parent, tu vois, elle dormait avec nous. Enfin, tous les outils qu'on avait à ce moment-là, c'était le sein, la bercer, la porter, la rassurer. Et ça durait combien de temps avant qu'elle se rendorme? Là, il pouvait se passer de longues minutes pendant lesquelles mon conjoint la portait, il marchait avec elle. En fait, c'était tellement intense pour elle que je me rappelle qu'à ce moment-là, le sein ne la rassurait pas. Et alors que bon, en règle générale, les bébés quand ils se réveillent la nuit, s'ils ont faim ou s'ils ont besoin d'être rassurés, C'est ce qui fonctionne le mieux. voilà, en général, ça fonctionne assez bien. Mais là, elle voulait même pas le sein. Mmh. Elle rejetait, la tétée, donc il la prenait sur lui, il la berçait, il marchait et puis on réessayait le sein et puis il la reprenait sur lui, il marchait et en fait, on faisait ça jusqu'à ce qu'elle prenne le sein et qu'elle se rendorme. OK. Mais ça pouvait durer, je sais pas, longtemps. Et du coup, vous alterniez un petit peu la gestion du sommeil la nuit pour essayer d'en avoir un qui se repose sur les 2 ou vous étiez systématiquement tous les 2? Ah non, on pouvait pas en fait, on était obligés d'être tous les 2 sur le front, on pouvait Ouais. pas alterner parce Ouais. que comme, ce qui lui permettait de se rendormir vraiment, c'était le sein. Ouais. Du coup, il fallait que moi, je sois opérationnelle et lui, sa participation, c'était de la bercer en OK. marchant et d'essayer de créer Ouais. une alternance, en fait, entre le sein et le fait d'être bercé. OK. Donc je dirais qu'on était tous les 2 sur le front avec Ouais. chacun sa mission. Ouais. Elle avait besoin des 2, quoi. Ouais. OK. Comment ça a évolué, du coup, ensuite? Après, les réveils étaient un peu plus, je dirais harmonisés. D'accord. On avait moins de 20-40 minutes, on avait plus tellement ce schéma-là où elle se réveillait toutes les 20-40 minutes, mais après on est plus passé sur, entre 5 à 10 réveils par nuit et c'était un peu anarchique. OK. Mais en fait, c'est très difficile de le raconter, de le résumer parce qu'il y a pas vraiment 2 nuits qui se ressemblaient. Mmh. Où tu pouvais avoir 3 à 5 nuits qui se ressemblaient et puis après un nouvel épisode qui était complètement différent et après un nouvel épisode qui était encore différent et il y avait pas vraiment de régularité. Enfin, la seule chose qui était, commune à toutes ces nuits pourries, c'est qu'on avait on a eu des phases à 10 réveils par nuit. On avait des phases aussi, je me rappelle, de t'en parler, ça me revient, où elle se réveillait mais elle voulait pas se rendormir parce qu'elle avait trop peur D'accord. et du coup, elle restait réveillée pendant 1 heure et demie, 2 heures la nuit. Et le coucher, ça se passait comment? Très difficile parce qu'on sentait qu'elle avait très peur de s'endormir. Ah ouais, forcément. Elle a très, très peur de s'endormir. Donc, et en plus, c'est une petite fille qui est assez joyeuse, qui prend beaucoup sur elle. Donc, ça donne au moment du coucher beaucoup d'excitation, beaucoup de mouvements, beaucoup de cris de joie, mais en fait, qui cachent une nervosité. Mmh. Et nous, on la voyait cernée, mais elle a été très cernée pendant très longtemps. Franchement, c'était dur en tant que parent parce que tu vois ton enfant, tu la vois physiquement, elle est très fatiguée, elle a des grosses cernes. Et en fait, tu vois qu'elle se laisse pas plonger dans le sommeil et qu'elle lutte. Et toi, tu cherches ta position. En fait, tu dis mais je fais quoi? Enfin, je fais le parent autoritaire et je la force à se coucher, à s'endormir, ça marche pas. Je fais le parent cool, j'essaie de lui octroyer des moments. Je reste avec elle, je reste présente. Et j'essaye de la laisser libérer ce qu'elle a besoin de libérer dans le jeu, etc., tout en restant à côté pour saisir la moindre faille d'endormissement. Mais ça a fait des endormissements hyper tard, nous. On a passé des mois à se coucher après minuit, entre minuit et 3 heures du matin, parce qu'elle lutte et qu'elle veut pas dormir. Et du coup, après, son sommeil, il est moins quali. Donc, on avait fait appel à une consultante en physio qui nous avait dit que plus l'endormissement était tard, plus du coup il y a de chances d'avoir des réveils dans la nuit parce que elle s'endort pas au bon moment.
Donc, est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était autre chose? En tout cas, il y avait plein de réveils la nuit. Elle s'endormait tard, on avait plein de réveils. Enfin, on était à l'arrêt complet, quoi. Et en même temps, vous arriviez pas à faire en sorte qu'elle s'endorme plus tôt? Ah non. Qu'est-ce que vous avez essayé, du coup? On est passé par plein de choses différentes. Bien sûr, on a commencé par la médecine en premier. On a rencontré un médecin spécialiste du sommeil. Bon, je suis désolée, pour moi, ce monsieur n'avait pas du tout compris notre situation, il n'était pas du tout à l'écoute. Il nous a apporté des solutions catalogues en nous disant il faut que la chambre elle soit comme ci, comme ça, il faut qu'elle dorme dans sa chambre. Enfin, tout ce qui ne nous paraissait pas du tout fonctionner, en fait, il faut pas. Il faut arrêter l'allaitement. Ça, on l'a entendu beaucoup, ça. Il faut arrêter l'allaitement. Mais toi, tu doutes en tant que parent parce que toi, tu as la conviction intérieure que c'est juste et c'est ça qui la rassure et que ça qui l'aide à s'endormir. Mais après, il y a des gens qui sont spécialistes qui te disent autre chose. Donc toi, tu te dis bon bah après moi, je pense ça, mais peut-être que je me trompe. Donc je tente. Oui, puis toi, c'est au bout du rouleau et tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, tu es prête à creuser la moindre piste. Oui, c'est ça. Tu te dis bon ben je le sens pas, je suis hyper fatiguée, mais pourquoi pas? Et en fait, quand on a testé, c'était 1000 fois pire. Enfin, je veux dire. L'arrêt de l'allaitement? Ah oui. On avait fait des essais où c'était son père qui gérait la nuit, du coup, et moi je gérais pas. Mais là, là c'était un film d'horreur, quoi. Enfin, c'était 1000 fois pire. Là, elle trouvait pas le calme, elle hurlait, elle a passé des nuits à quasiment pas dormir, à juste pleurer, en fait. Et lui, il faisait tout ce qu'il pouvait. Les balades en poussette dans la maison, il en a fait un détour de poussette en pleine nuit, dans le salon, pour essayer de la rassurer, de la bercer, et cetera. Mais ça a juste donné des nuits blanches encore plus difficiles. Ouais. Des nuits blanches pour lui, des nuits blanches pour elle. Donc ça a pas du tout fonctionné. On a fait appel à une consultante en sommeil, qui nous a paru, super bien renseignée, hyper, pointue dans son domaine. Et en fait, elle nous a expliqué plein de choses qui sont hyper intéressantes et je pense qu'ils sont hyper justes quand les problématiques sont en effet d'ordre physiologique. Nous, à l'époque, elle nous a donné, donc des recommandations, qu'on a appliquées à la lettre. On n'avait que ça, en fait. Donc en fait, on a fait, mais ça fonctionnait pas du tout. Elle nous avait dit, vous allez voir, dans maxi, 5 jours, 10 jours, allez maxi 10 jours, vos problèmes seront réglés. OK. On les a fait pendant 2 ans. On a essayé parce qu'on n'a pas lâché, parce qu'on s'est dit: «Bon, on a du mal à faire un truc». Tu sais, tu te remets tout le temps en question dans ces cas-là. Et en fait, oui, je pense que d'un point de vue physiologique, ces conseils avaient du sens parce qu'on voyait un impact. Sauf que comme il y avait autre chose qui venait perturber son sommeil, et ben tout ce qu'on gagnait sur les quelques jours grâce à ces conseils, on le reperdait parce qu'il y avait autre chose qui venait chambouler son sommeil. Oui, c'est comme si ça traitait au final la conséquence et pas la cause. Oui, Ouais. exactement. Qu'est-ce que c'était comme conseil? Alors, elle nous avait expliqué, elle nous avait bien reparlé des rituels du coucher, de bien ritualiser le coucher avec une série d'actions qui devaient être les mêmes chaque soir pour l'aider à comme s'acclimater au moment du sommeil et pouvoir rentrer progressivement dans le moment du coucher et du sommeil. OK. Le conseil qu'on a beaucoup, beaucoup suivi, c'était de mettre un réveil toutes les 20 minutes plus tôt que son réveil habituel. D'accord. Et d'avancer encore ce réveil tous les, je crois qu'elle nous avait dit tous les 2 ou 3 jours. Donc par exemple, si son réveil naturel, c'est 10h, on mettait le réveil le lendemain matin à 9h40, puis à 9h40 pendant 3-4 jours et puis ensuite on avançait et ça devait progressivement avancer son heure de coucher. Donc en effet, on constatait qu'il y avait une petite évolution, mais en fait, à peine tu constates la petite évolution que derrière, le sommeil est de nouveau reperturbé et en fait, tout ce que tu as fait, ça a servi à rien. Et pour nous, franchement, c'était une torture en plus parce que nous, on dormait pas non plus et nous, on avait vraiment besoin de sommeil. Et franchement, pour moi, mettre un réveil, c'est hyper compliqué parce que j'ai vraiment besoin de toutes ces minutes de sommeil que je vais pouvoir grappiller jusqu'au dernier moment avant qu'elle se lève. Et à un moment donné, tu en arrives à ce stade-là, quoi. Enfin, voilà, dès que tu as 2 minutes pour dormir, tu veux pas te mettre un réveil, tu veux pas. Donc ça impacte énormément ton quotidien parce que nous, du coup, on n'avait que des réveils très tard le matin.
Donc en fait, nos journées, elles commencent rarement avant 11h. Et c'est difficile après de te mettre dans une vie sociale quand tes journées, elles commencent à 11h. Comment ça se passe pour l'école? Mais elle va pas à l'école. Elle va pas à l'école. Vous faites l'instruction en famille? Oui, c'est ça, on fait l'instruction Et elle a famille. jamais été gardée non plus? On avait essayé 2 modes de garde. Ok. Quand elle était petite, on a essayé la nounou, où elle était inscrite 4 jours par semaine, mais on la mettait plutôt 2. Et ça n'a pas été concluant du tout parce que, bon, la nounou, moi, je la trouvais top, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est, elle a une vraie elle a une sensibilité, une formation Montessori. Je trouvais que ce qu'elle créait pour les enfants, c'était vraiment chouette, etc. Mais elle a perdu patience sur la gestion des siestes. Et ce que je comprends, parce que voilà, faut réussir à encaisser. La nounou voulait que Jade fasse ses siestes allongées sur son petit matelas. Mais pour Jade, c'était impossible. Elle s'endormait en poussette. Ça, c'était OK. Elle pouvait faire sa sieste dans la poussette, c'était OK. Elle s'endormait en portage. Elle pouvait rester dans le portage pendant la sieste, c'était OK. Mais par contre, le lit, c'était impossible. Donc, elle a essayé, mais les journées se transformaient en cauchemar. Jade, elle pleurait quand elle voyait le moment de la sieste arriver. La nounou, elle essayait quand même. Et voilà. Et en fait, à la fin de la journée, Jade, elle avait beaucoup pleuré. Elle avait très peu dormi. Moi, je la récupérais. Elle était hyper fatiguée. Du coup, elle dormait quand je la récupérais. Donc, du coup, en termes de rythme de journée, ça nous compliquait encore plus la situation parce qu'elle faisait sa sieste, du coup, entre 4 et 5 ou 4 et 6. Et après, l'endormissement du soir, il se faisait vachement plus tard. Donc là, en fait, c'est hyper dur parce que tu as envie d'avoir de l'aide. Donc, tu as envie que la solution nounou, elle marche. Parce que toi, tu as envie de pouvoir te reposer, de couper. Et en fait, la solution nounou... Ça va compliquer la tâche plus de choses, quoi. Ça complique encore plus la tâche. Et en plus, c'est un moment où on a appris que Jade, elle avait des problématiques de santé. On a vérifié, d'ailleurs, si ces problématiques de santé avaient un impact sur son sommeil. Et non, c'était pas... En tout cas, d'un point de vue médical, il n'y avait pas de lien du tout. Et bref. Du coup, vous avez arrêté la nounou pour vous concentrer, en fait, sur la gestion des problématiques de santé. C'est ça. OK. Ouais, elle, je sentais qu'elle saturait vraiment avec les siestes et c'était vraiment, c'était très très dur pour elle. Et puis il y a eu cette histoire de santé qui est ressortie et du coup l'un plus l'autre, on a dit OK, stop. OK. On arrête. Et les siestes, vous les gériez comment, vous? Comment elle dormait la journée avec vous? Dormissement au sein, sur moi, dans un lit ou sur moi. Et pendant très longtemps, elle avait plein de réveils pendant ses siestes. Elle faisait ses siestes en 2 ou 3 morceaux. OK. Et au milieu, c'était des réveils hurlants, c'était pas des réveils sympas, quoi. Et du coup, tu l'as l'apaisée à nouveau avec le sein pour qu'elle puisse se rendormir derrière et enchaîner un petit peu et faire une durée de sieste correcte, quoi. Oui. OK. Même si elle s'endormait au sein et qu'après je voulais la poser et moi m'échapper, ça fonctionnait pas. Ouais. Elle le sentait et elle se réveillait en pleurant et c'était très très dur après de la rendormir. OK. Donc c'était endormissement au sein et on reste collé à la main pendant toute la sieste jusqu'à ce que la sieste soit terminée. Et du coup, ça a duré 2 ans. 2 ans, vous avez essayé? Ouais, on a essayé pendant 2 ans les conseils de la consultante en sommeil. Vous avez creusé d'autres choses en parallèle ou vous étiez focus là-dessus pendant 2 ans? Non, on a essayé d'autres choses. On avait notre pédiatre. Notre pédiatre est très branchée spiritualité, énergétique. Et elle nous avait envoyé dans l'Aubrac, elle nous avait recommandé d'aller voir une dame dans l'Aubrac, qui est une amie à elle, qui est réflexologue, qui fait aussi des soins énergétiques. Et elle nous avait dit, allez la voir, elle est incroyable, etc. Nous, on a pris des vacances dans l'Aubrac. On a fait nos 400 heures de route, alors qu'on était comme ça, tu vois, épuisés. Et on s'est dit, de toute façon, on sait pas quoi faire, donc faisons ça, on va tester. Et c'était un super séjour. On a adoré découvrir l'Aubrac. On a été hyper bien accueillis. Je sens que ça n'a pas du tout donné... Pas du tout. D'accord. Non. C'était une très belle rencontre. La thérapeute en question, on en garde un très bon souvenir. Voilà, c'était... Mais bon, elle nous a dit aussi qu'il fallait arrêter l'allaitement. Mais on a essayé quand même. On s'est dit, de toute façon, on réessaye. Tu sais, quand tu sais plus quoi faire, tu tentes. Et ça a été pire. Comme la fois d'avant où on avait essayé d'arrêter aussi, ça a été pire. Et du coup, en fait, t'as pas l'énergie, en fait. T'as déjà pas l'énergie et on te propose un truc qui est hyper fatigant. Ouais. Et quand t'as déjà pas l'énergie, en fait,
tu peux pas, tu tiens pas en fait. Tu Mm. reviens à ce qui te tient parce qu'à un moment donné, nous, il y a une question de survie aussi derrière. Enfin, on dormait plus depuis déjà énormément de temps. Enfin, c'était hyper dur. Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là, en termes d'espoir? Ben, je dirais que tu atteins un espèce de niveau de neutralité parce qu'en fait, on a essayé beaucoup de choses et à la fois, tu es épuisé. Donc déjà, ce qui crée un truc très particulier, c'est que on n'a pas réagi de suite quand elle avait tous ses réveils la nuit. On n'a pas cherché à trouver une solution de suite parce qu'on s'est dit c'était peut-être passager ou Mm. et puis aussi, tu es tellement fatigué que c'est comme si ton cerveau, il bug et il se met même pas en mode recherche de solution. Ouais, il se met en mode pilote automatique, au plus simple. C'est ça. Non, t'es juste dans je gère, ok, je gère, j'essaie de dormir. Ça fait que bah, t'as cette fatigue-là qui te paralyse un peu quelque part, t'immobilise. Et puis, quand t'as un peu d'énergie, tu te dis, bon, ben, ok, on va essayer de trouver une solution. Tu testes des trucs et puis tu te dis, ben, je sais pas si ça va marcher. Bah, si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, bah, je continuerai de chercher. Enfin, tu vois, on était arrivés en mode, ben, moi, je suis prête à essayer parce que j'ai besoin de solutions. Mm. Mais on mettait pas non plus tous nos espoirs dans ce qu'on testait parce qu'on savait que la situation était quand même très particulière et qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas trouvé, en fait, qui n'ont pas su nous aider, nous accompagner. Donc, on s'est dit, on savait pas, en fait. Donc, on y allait assez neutre quand même. Mm. Tu Qu'est-ce vois, que vous avez essayé d'autre? on a essayé de la médecine chinoise, on a essayé des soins énergétiques, des dépollutions avec des thérapeutes qu'on a croisés sur notre chemin. On a même été voir un prêtre exorciste sur les conseils de notre pédiatre. Moi, je pensais que ça existait que dans les films. En fait, non. En chemin, on a découvert un monsieur qui est thérapeute énergéticien, spécialisé en astrologie. Bon, il fait ce qu'on appelle des dépollutions énergétiques. Moi, je savais même pas ce que c'était. Et en fait, on voyait que ça avait un effet, ce qu'il faisait. On voyait que quand on faisait une dépollution, bah, du coup, elle se rendormait beaucoup plus rapidement quand elle D'accord. était réveillée. Donc, autant de réveils, mais des réveils qui durent moins longtemps. Moins Ouais, agités ouais. aussi? Ah Ouais. bah, dès qu'on la sentait agitée, ça pour le coup, ça a été vraiment hallucinant pour nous parce qu'elle se réveille en hurlant, en se débattant. On fait la dépollution, elle se rendort instantanément. Ça a été très, très fou pour nous. Ou on le faisait aussi le soir avant l'endormissement. Quand on sentait qu'elle était agitée, qu'elle était stressée, qu'on regardait s'il y avait une pollution. La plupart du temps, il y avait une pollution. Dans 99,9% des cas, on l'enlève. À la seconde où on l'a fini de l'enlever, maman tété, elle est prête à s'endormir. Et ça, pour nous, on l'a vécu tellement de fois, ce truc de l'instantanéité, Mmh. de tu finis de... C'est des prières, en fait, que tu apprends après à faire, que bah, ça nous a bluffés et ça nous a énormément soulagés d'avoir enfin une solution, un truc qui marche. Donc, on avait compris que c'était une pollution, mais par contre, on savait comment l'enlever, mais on savait pas comment l'empêcher de venir. Donc, on avait nos petites prières qu'on lisait quand elle se réveillait en hurlant, qui l'aidaient à se rendormir beaucoup plus vite, ou à s'endormir aussi. Le soir, on sentait que ça la dérangeait beaucoup au moment de s'endormir. Donc, on nettoyait, on faisait la dépollution, on nettoyait la maison, on se nettoyait nous, les animaux, bref, gros nettoyage. Et ça l'aidait à s'endormir. Et en fait, l'énergéticien qui nous accompagne, en fait, qui nous aide depuis, je sais pas, ça va faire bien un an maintenant. Il nous avait dit, il a essayé de faire des séances à Jade. Il y a sa femme aussi qui est très pointue, qui a essayé de faire des séances sur Jade pour essayer de comprendre d'où venait la problématique de sommeil. Et il nous disait, c'est un cas d'école parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec l'énergétique et la spiritualité qui est très présent. Mais et ça fait revenir des pollutions qui sont très fortes, mais on comprend pas pourquoi elles reviennent. Tout ça, ça m'a poussée à m'ouvrir. Bon, j'avais déjà une expérience en spiritualité énergétique. Ça a pas toujours été ma tasse de thé. Moi, au début, j'y croyais pas du tout à tout ça. Je me rappelle d'une petite pancarte pour faire un stage de communication animale par télépathie. Vraiment, j'ai été hyper virulente à l'égard de ce type de pratique-là. Je me suis dit, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis, quelques années après,
je me suis dit, bah vas-y, tente. Si c'est fake, tu le sentiras, tu le verras, tu vas voir. Ça marchera pas du coup. Bah oui, je me suis dit, si c'est des charlatans, enfin, tu vas bien te rendre compte, t'es grande, t'as ton libre arbitre. Et en fait, ça a transformé complètement ma vie, en fait. J'ai été complètement bluffée, j'ai vécu des choses que j'imaginais pas une seconde vivre. Et en fait, c'était tellement difficile pour mon mental à accepter que ça m'a donné une migraine de fou le premier soir du stage, d'un stage sur 2 jours. J'étais obligée d'accepter l'évidence parce que il s'est passé tellement d'évidence pendant ce stage que, alors je veux dire, soit on était dans le déni, soit on acceptait les choses telles qu'elles étaient. Bref, ça a été mes premiers pas dans la spiritualité et j'ai découvert que j'entendais les messages de défunts qui venaient me parler. J'ai commencé à faire passer des messages de défunts qui venaient me parler pour des gens que je connaissais. Et c'était très fort et c'était très chouette pour les gens à qui je passais les messages, même si c'était troublant. Bref, c'était pour dire que du coup, c'était mes premiers pas dans la spiritualité et la connexion. Et j'étais pas spécialement là-dedans avec l'arrivée de Jade, mais quand on a commencé à comprendre qu'il y avait en effet une forte cause énergétique spirituelle, j'ai réouvert mes canaux de canalisation et un jour, j'entends, on me montre ce qu'il faut faire pour... Ça me paraît fou de le raconter, mais voilà, moi, si je m'entends parler 5 ans ou peut-être 10 ans en arrière, je me dis « ouais, d'accord ». Mais ouais, j'entends ce qu'il faut faire, j'entends la prière qu'il faut faire, et donc je la fais. Et je comprends pourquoi on m'explique pourquoi est-ce que Jade, elle est polluée en permanence. Donc je fais le truc, et depuis, les réveils terreur, terminé. Du jour au lendemain, ça a été terminé. Là, depuis le mois de janvier de l'année dernière, ces phases-là, elles sont terminées. Tu dis du coup que c'est un problème de pollution. Ça veut dire quoi, une pollution ? Je vais essayer de l'expliquer en l'imageant. Autour de nous, il y a plein de choses invisibles qu'on peut tous percevoir parce qu'on a tous la capacité de le percevoir, de le ressentir, mais on le voit pas avec nos yeux et on peut pas l'entendre avec nos oreilles ou le toucher avec nos mains, mais on a quand même la capacité de ressentir ces présences-là. Et dans ce qui existe autour de nous, il y a des choses qui sont lumineuses, des choses qui sont pas lumineuses. Et en gros, les pollutions, c'est tout ce qui va être pas lumineux. Et il y a plein de choses dans le monde de la pollution pas lumineuse qui sont plus ou moins chouettes, sympas. Ça peut être par exemple des personnes qui sont décédées et qui n'ont pas réussi à ascensionner. Et quand elles restent coincées dans l'énergie de la Terre, souvent elles sont dans une énergie un peu lourde, une émotion pas très confortable. Et du coup, les enfants qui sont ultra connectés, eux, parce que nous, on a été déconnectés parce qu'on nous a amené à beaucoup utiliser notre mental et du coup, on s'est complètement coupé de nos autres perceptions. Mais les enfants, eux, ils sont hyper connectés à leur perception. Eux, ils les ressentent très fort. Nous, si on se reconnecte à nos perceptions, on les ressent. Et quand les émotions autour de nous, comme un défunt, par exemple, qui n'est pas monté, elle est très lourde, nous, c'est vraiment très, très puissant. C'est comme une énorme colère ou une énorme tristesse ou voilà, quelque chose de vraiment hyper, hyper négatif. Et c'est très lourd, en fait, à porter. C'est comme si, d'un coup, tu croisais quelqu'un qui était ultra déprimé. Et pour toi, c'est hyper lourd à gérer. Et pour les enfants, c'est flippant, c'est dérangeant. Tu vois, ils n'ont pas du tout envie d'avoir ça autour. Après, il y a d'autres formes de pollution qui sont, je dirais, plus agressives, qui viennent un peu t'embêter, qui viennent te titiller, qui viennent te créer de la colère, de l'angoisse, de la tristesse. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de vivre... un épisode où t'étais pas spécialement énervé, puis d'un coup tu sens que t'es en colère et tu sens que t'arrives comme pas à échapper à cette colère, à cette tristesse et que c'est comme un peu plus fort que toi. Et c'est quoi la différence entre ce que le thérapeute il vous a montré comme pratique de dépollution et ce que toi t'as fait après ? Le thérapeute, lui, il avait compris, il avait vu qu'il y avait des pollutions qui étaient très fortes. Parce que donc, comme je te disais, il y a plusieurs types de pollutions différentes. Il y en a qui sont plutôt légères, il y en a qui sont plutôt costauds. En gros, plus c'est costaud, plus t'es énervé, plus t'es en colère, plus c'est intense émotionnellement. Mais tout s'en va, tout peut s'enlever. Mais il comprenait pas pourquoi ça revenait. C'est comme si lui, un jour, il m'a dit ça. Il m'a dit, mais c'est comme si il y avait quelque chose qu'on comprenait pas qui fait que ça revient tout le temps. Et c'est comme si ça avait ouvert une porte chez moi. Et juste, je raccroche avec lui. Et là, j'entends mes guides qui me disent « Fais cette prière-là, fais cette pratique-là ». Et en fait, ils m'ont expliqué, ils m'ont montré
Ce qui faisait que Jade, elle était tout le temps polluée, repolluée, repolluée. Et pourquoi? Alors c'est très spirituel du coup et comme explication, moi de ce qui m'a été montré, en fait on a au-dessus de nous, on a notre âme qui peut être visualisée comme un beau soleil ou une grosse boule lumineuse et en fonction de ce qu'on a vécu dans nos vies passées ou même dans notre vie présente, il se peut qu'il y ait des morceaux de notre âme qui soient coincés quelque part, soit dans des vies passées, soit dans d'autres mondes. Et je sais pas pourquoi, mais ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y avait comme un petit bout de ce soleil qui était coincé dans un monde très, très sombre. Et mes guides, ils m'ont dit, en fait, il faut juste faire une prière de lumière pour aller chercher ce petit bout d'âme et le ramener, le raccrocher. Et donc, j'ai fait ce qu'ils m'ont raconté. J'ai demandé la réunification de son âme. Après, je saurais pas dire si j'ai réunifié toute son âme ou si c'était juste, tu vois, ce petit bout ou plusieurs petits bouts. Bref, moi, j'ai fait ce qui m'a été montré. C'est comme si elle allait essayer d'aller le chercher, ce petit bout d'âme. Et en fait, à chaque fois qu'elle allait essayer d'aller le chercher, elle n'y arrivait pas. Et du coup, ça ouvrait la porte à toutes ces pollutions très sombres qui venaient l'embêter. Et en fait, j'ai demandé à ce qu'on aille le chercher, à ce qu'il soit ramené à l'âme, qu'elle soit complètement réunifiée. Et de là, il n'y a plus du tout elle a plus du tout été visitée. Les hurlements, c'était terminé. Plus jamais. Non, plus jamais. Plus jamais, jamais. Non. C'est les hurlements tels qu'on l'a vécu pendant ces 3 années-là. Là, c'est terminé. Encore une fois, je sais pas de quoi demain est fait, hein, mais là, à ce jour, on n'en a plus eu comme ça. Ça a été terminé. Elle a eu de nouveau des pollutions la nuit, mais qui étaient beaucoup plus légères. Donc, nous, on le voit à la façon dont elle se réveille. Elle se réveille en se débattant. Tu sais, c'est rigolo parce qu'en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas un vocabulaire assez étoffé pour parler des cris, de la peur, etc. Parce que là, je vais te dire que oui, elle a eu des réveils pollution, mais c'était beaucoup plus léger. Tu vois qu'elle était embêtée et que c'était pas chouette pour elle, qu'elle pouvait crier, mais c'était pas des hurlements à te faire pâlir, en fait. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qu'il fallait intervenir, mais c'était pas... Oui, c'était beaucoup moins intense que ce qu'elle avait traversé avant, quoi. Et les endormissements, du coup, sont plus apaisés aussi? Oui. Ah oui, aujourd'hui... ça arrive que... Mais pour moi, là, on est dans l'ordre de la normalité. Après, chaque situation est différente, mais je pense que c'est courant chez les enfants d'avoir des endormissements qui sont difficiles, mais ponctuellement. En tout cas, dans une situation qui est équilibrée, on va dire. Là, oui, ça nous arrive d'avoir des endormissements qui sont plus difficiles parce qu'elle est émotionnellement plus agitée, plus énervée. Mais dans l'ensemble, les endormissements se passent beaucoup mieux. En fait, pour nous, c'est beaucoup plus lisible dans le sens où on voit qu'elle est fatiguée. Et quand elle est fatiguée, elle va toute seule se coucher. On fait toujours l'endormissement au sein à l'heure actuelle. Et elle s'endort très facilement. On voit quasiment plus de résistance à l'endormissement. Ouais. Elle lutte plus. Et elle a plus peur d'aller dormir et... Non, beaucoup moins. Ça arrive des fois qu'elle fasse des cauchemars et que, tu vois, elle nous dise « Maman, j'ai peur de m'endormir parce que j'ai peur de faire un cauchemar. » Mais c'est... Des peurs d'enfant, quoi. Oui, voilà, mais c'est plus du tout autant qu'avant. Pour moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans une situation qui est donc plus équilibrée, mais pas d'être dans quelque chose de anormalement, d'excessif, en fait. Et elle se réveille encore la nuit ou pas? Ça arrive, mais là, par exemple, ça fait 2 nuits d'affilée où il y a eu 0 réveil. Pour nous, c'est un truc de fou. Comment vous l'avez vécu à l'époque, cette fameuse nuit où tu as fait cette prière particulière et où, du coup, les terreurs étaient finies? Comment vous l'avez vécu? C'était un grand soulagement et puis en même temps, tu te dis punaise, si j'avais su ça avant, ça m'aurait quand même épargné beaucoup de... Ouais, il y a un peu de frustration derrière de se dire on a bavé pendant longtemps, ça aurait pu se passer différemment, quoi. Ce que je trouve dommage, c'est que on est dans une culture qui rejette de base le côté spirituel et énergétique, et on c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est pas notre façon de gérer notre santé à la base. Nous, on va chez le médecin, tu vas chez l'ostéo, c'est très médicalisé, c'est un accompagnement qui est très corporel, très physiologique, et il y a pas toute cette prise en considération de ce qui nous entoure, en fait, mais qui est là. Ce que je trouve dommage, c'est que si on avait pu intégrer ça à notre parentalité plus tôt,
on l'aurait probablement exploré beaucoup plus tôt et du coup, on aurait trouvé les solutions beaucoup plus tôt. Oui, l'intégrer à la grille de lecture de la problématique qui est la physiologie, l'aspect émotionnel et la spiritualité aussi. Pour moi, ça fait partie du paysage. Bien sûr qu'il y a des fois, les problématiques de sommeil sont purement physiologiques et une réponse d'une solution physiologique suffit. Parfois, c'est 100% émotionnel et il y a besoin d'une réponse émotionnelle. Et parfois, c'est spirituel et il y a besoin d'une réponse au niveau spirituel. Et voilà, je trouve ça chouette de pouvoir avoir une grille de lecture plus large. Après, peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein. Mais si jamais les parents veulent creuser la piste, de pouvoir renvoyer vers un thérapeute qui peut le proposer pour que les parents puissent creuser la piste eux de leur côté, quoi. Oui, c'est ça. Nous, à l'époque, la consultante qu'on avait contactée, elle était très fermée à ces questions-là. Ok. Nous, on lui avait expliqué que c'était un domaine qu'on avait déjà un petit peu creusé. Et pour elle, c'est ses croyances. Hein. Elle avait été très respectueuse dans sa façon de l'exprimer. Elle nous avait dit, moi, c'est mes croyances, j'y crois pas du tout. Et pour moi, c'est pas du tout... il y a pas d'impact sur le sommeil. Mais elle avait dit, par contre, faites ce que vous sentez juste. Et voilà. Mais du coup, c'est pour ça que pour moi, la coloration, elle est plus globale. C'est qu'on évolue dans une culture où on a clairement mis de côté le côté spirituel et énergétique. Déjà, même le côté émotionnel. Quand on va à l'école, on n'apprend pas à gérer ses émotions, à les écouter. On apprend à faire des maths, du français. Mais déjà, tout ce volet-là, il n'est pas du tout transmis. Et je trouve que c'est une façon de se couper de son être. On n'est pas que un corps physique et un corps mental. On est aussi des émotions, on a aussi une part énergétique et une part spirituelle qu'il est, à mon sens, important d'intégrer quand on pense à sa santé, à ton bien-être. Et face au sommeil de Jade, à quel moment vous vous êtes décidé de creuser cette piste-là? Parce que tu disais que les premières choses un peu hors cadre médecine occidentale classique que vous avez explorées, c'est la réflexologie. Donc déjà, on part sur des soins énergétiques. Là, t'en étais où à ce moment-là de ta spiritualité pour creuser ou non cette piste-là? Là, j'étais en sommeil total. Hein. J'étais tellement fatiguée, épuisée. Moi, à l'époque, ce que je savais faire, c'était communiquer par télépathie avec mon bébé. Quand elle était dans mon ventre, et ça, c'était très chouette d'ailleurs. Mais après, là, franchement, j'étais saturée. Okay. J'étais capable de rien du tout à ce moment-là, parce que j'étais beaucoup trop fatiguée, beaucoup trop chamboulée, j'étais complètement saturée. Donc, moi, à cette période-là, j'étais hors service. D'accord. Pourquoi parfois ça marche et parfois ça marche pas? Quand il y a des problématiques, quand justement on rencontre une problématique et qu'on va voir un thérapeute énergéticien et que parfois ça marche et parfois ça marche pas, comment tu l'expliques toi? Alors, pour moi, il y a 2 raisons. Soit c'est parce que le thérapeute n'est pas adapté à tes besoins. Et pour moi, c'est important de suivre son intuition parce qu'en général, quand on arrive à être bien connecté à son intuition, elle nous amène là où c'est juste pour nous. Et parfois, on a l'impression que ça marche pas et pour autant, ça a quand même fait bouger quelque chose. Enfin, là, je parle de manière générale. Dans notre cas, avec Jade, c'était assez évident, en fait. Parce que, tant qu'elle continuait à se réveiller en hurlant la nuit, c'est que ça avait pas marché. Ouais. À partir du moment où elle arrêtait de se réveiller en hurlant la nuit, c'est que, c'est que ça avait marché. Ça avait marché. Ouais. Et du coup, comment ça va aujourd'hui? Ça va pas mal. C'est ça. Je t'avoue que ça a fait beaucoup de dégâts en fait cette situation. Moi, j'ai eu plein de soucis de santé qui ont émergé, probablement qui étaient là de manière latente et que ça a juste mis en évidence. Mais du coup, c'est le quotidien depuis depuis 5 ans maintenant. Pour moi, c'est difficile parce que je dois compiler avec une santé qui est vraiment fragile. Et du coup, côté sommeil, ce qui est chouette, c'est qu'on se sent beaucoup plus léger qu'à l'époque où elle se réveillait avec ses hurlements, parce qu'on voit qu'elle est beaucoup mieux, que son sommeil est beaucoup plus apaisé. Aussi, on est rassuré parce que quand il y a des épisodes, parce qu'il y a eu de nouveaux épisodes de pollution, comme je te le disais, ça arrive de temps en temps, mais c'est beaucoup plus léger et surtout on a les outils donc on peut immédiatement le gérer, donc ça dure pas. Après on lutte quand même encore avec son sommeil parce que
Mais je pense que là, c'est plus notre situation d'instruction en famille qui fait que on n'a pas un rythme comme les autres familles. Et en fait, on est dans une période de transition en ce moment, je pense, où elle a encore parfois besoin des siestes en début d'après-midi, parfois pas. Quand elle les fait en début d'après-midi, elle va se coucher à 00:30. Donc du coup, c'est hyper dur pour nous. Et si on essaye de lui faire louper la sieste, ça marche pas toujours. Vraiment, ce qui me dérange le plus, c'est que moi, j'ai besoin de me coucher à 22h et j'aimerais bien qu'elle se couche max à 22h avec moi, tu vois. Ok. Ça, ce serait vraiment chouette. Donc, on y travaille, on essaye. On essaye de... Hier, on lui a fait louper la sieste et elle s'est endormie à 22h, donc on est super contents. Des fois, on arrive à le mettre en place. Mais comme on est une famille, instruction en famille, et que on a une vie qui est pas forcément millimétrée comme on peut avoir une vie à l'école, il suffit d'une soirée où tu te couches un peu tard parce qu'il y a de la famille qui vient de loin, qui est là. Et puis derrière, ça te décale tout pendant plusieurs semaines. Donc voilà, on jongle un peu. Une question qui me vient, comment vous expliquez que les problèmes de Jade se soient déclenchés au moment de votre Covid à vous? Alors, je sais pas exactement. J'ai une petite idée en tête, c'est que comme elle a dû nous voir au lit toute la journée, tous les deux d'un coup, elle a dû avoir peur de nous perdre. Okay. Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas rassurée du tout. C'était mon premier Covid et ça m'a vraiment beaucoup fatiguée. J'étais vraiment mal, plus que la plus grosse grippe que j'avais eue de ma vie. En fait, c'était le virus qui m'a le plus abattue de toute ma vie, en fait. Okay. Donc, je vivais un virus qui me faisait vraiment très mal à ce moment-là. D'accord. Et donc, j'ai eu peur, mon conjoint aussi. Voilà, mon hypothèse, c'est ça. Peut-être que ça a créé du coup une grande peur chez elle. Okay. Et que souvent, quand on vit des émotions inconfortables très fortes, on attire à nous des pollutions. Ça peut même fragmenter notre âme aussi. Après, je sais pas, j'ai pas de certitude sur le sujet, donc je veux pas avoir l'air de tirer des conclusions. Voilà, c'est juste mes petites hypothèses. C'est le sens que je mets aujourd'hui derrière tout ça, mais en gardant la question ouverte, en me disant voilà, aujourd'hui, ce qui me semble faire sens, c'est ça, mais c'est peut-être autre chose, peut-être que je me trompe complètement, peut-être qu'il y a des choses que je pense aussi que il y a plein de choses qu'on comprend pas et peut-être qu'on comprendra jamais. Que la réalité, elle est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on est capable de voir et d'en percevoir. Et que même s'il y a des bribes qui nous paraissent faire sens, il y a plein d'autres choses qui nous échappent. Il y a un conseil que tu donnerais à un parent qui vit la même chose que vous avez vécu? Oui, moi forcément, je leur conseillerais d'écouter leur intuition à eux, même si je sais que c'est difficile parce que on est fatigué, parce qu'on est martelé d'avis et de conseils, et du coup on culpabilise très facilement et on se remet très vite facilement en question. Mais je dirais aux parents et surtout aux mamans de suivre leur intuition, parce que c'est souvent elles qui ont la connexion. Ça veut pas dire que les papas l'ont pas. Il y a des papas qui ont des super connexions avec leur bébé, mais c'est souvent les mamans qui ont les connexions les plus fortes. Et de rester ouvert à tous les schémas possibles et voilà, et de pas hésiter à naviguer même dans le milieu de la spiritualité. Et je peux comprendre tout à fait que ça puisse faire peur au début. Moi, ça m'a fait peur au début. Mais en fait, non, on a tous des super pouvoirs et on est tous capables de gérer ça très facilement. Oui, parce qu'au final, ça, c'est des choses ça vaut le coup d'essayer, quoi. Oui, puis c'est vrai que t'as raison, ça coûte pas grand-chose parce que en vrai, moi je les appelle les prières, mais les prières à faire, elles sont ultra simples. C'est toujours les mêmes qu'on applique partout et c'est toujours les mêmes demandes qu'on fait partout, en fait. Et du coup, il suffit d'en connaître quelques-unes et on a compris comment ça fonctionne. Et après, c'est juste son intention et voilà. Et c'est vrai que c'est très facile. Dans ma pratique, j'ai pu accompagner des mamans aussi et parfois, elles me disent voilà, j'ai cette situation-là, je sais pas ce qui se passe. Et je leur dis, essaye la prière, parce qu'en fait, t'en as pour 2 minutes. Et soit ça marche pas, et au pire, t'auras juste passé 2 minutes dans la lumière et avec une émotion agréable. Et au mieux, t'auras réglé le problème. Et dans pas mal de cas, ça règle le problème en plus. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage et pour ton histoire. Avec plaisir. Qui m'a bien fait frissonner tout le long, même si je la connaissais déjà, parce que du coup, tu me l'avais déjà raconté, mais de replonger en détail sur tout ce qui s'est passé. C'est assez bouleversant, donc merci de nous l'avoir partagé. Et si ça fait écho à d'autres parents, tant mieux. En tout cas, n'hésitez pas à suivre votre instinct. Si c'est vers là que ça vous mène, suivez votre instinct. Merci Amélie. Merci Mégane.
Vous venez d'écouter un épisode de Un dodo à la fois. Un grand merci pour votre écoute et pour votre soutien. Vous pouvez partager les épisodes que vous préférez autour de vous et laisser un avis pour me dire ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram sous le nom Megan M. MEGA2NE.M. À très vite.